France, dans la population française, mais dans la population migrante, c'est 17%. Pas 5%. Ça, c'est les chiffres du COMED 2017. De plus, cette souffrance psychique qui vient imprégner le champ médical, c'est une question très difficile à aborder en consultation. Donc pour ces raisons, et à l'expérience, il n'y a plus de doute pour les PASS de devoir travailler en pluridisciplinarité et même dès le premier contact avec le patient. Donc on va présenter le cas de Mohamed, où le rôle de la PASS apparaît assez clairement, qui est celui d'effectuer un bilan de santé global, y compris la santé mentale, et aussi de garantir l'orientation dans de bonnes conditions. Donc Mohamed a 25 ans, il en paraît plus. Il vient de Somalie, une sorte de chaos où sévissent de dangereux groupes islamistes armés. Il est en France depuis janvier 2018. Il est demandeur d'asile dubliné par la Suède et il est hébergé dans un CADA. Nous sommes en avril. Il vient à Saint-Louis pour des brûlures invalidantes et douloureuses. Et un rendez-vous a été pris dans 2 mois au centre des brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Et aussi, on a une petite fiche du centre d'accueil de la Porte de la Villette, enfin du boulevard Ney, qui date de janvier. En effet, peu après son arrivée en France, il a consulté un psychiatre une seule fois qui lui a prescrit du Déroxate et de l'Atarax. Via un interprète ISM Interprétariat, au téléphone, je le sollicite sur ce qui s'est passé au pays. En fait, il est très réticent à en parler. Il ne dit pas non plus ce qu'il supporte de toute évidence encore dans sa tête, de cette violence qui est marquée dans son corps brûlé. Interrogé sur la consultation de janvier avec le psychiatre, il dit qu'il a pris tout le traitement et qu'il est guéri. Il rajoute qu'il n'est pas fou. Mohamed est déterminé à cacher sa vulnérabilité. Il ne veut pas être stigmatisé par la folie qu'il ressent. Il ne veut pas être infiniment victime. Alors pour ce qui est de ne pas être un malade mental, au sens structurel du terme, un fou, ou ce qu'on appelle aussi quelqu'un qui a une psychose, nous sommes d'accord. Pourtant, il va très mal. Il s'agit donc de le rassurer, qu'il admette qu'une grande souffrance se manifeste, qui empoisonne son existence, et qu'on peut le soulager. Alors, avec l'aide de la traductrice, je lui dis ce que je pense, qu'il n'est pas fou, qu'il a une grande valeur, qu'il a surmonté des épreuves terribles pour sauver sa vie et arriver jusqu'ici. Mais tout ce qu'il a vécu, peut-être, il continue à y penser sans pouvoir dormir la nuit. Je lui propose de lui donner des médicaments pour arriver à dormir. Et à ce moment-là, oui, il accepte. Cet échange suffit pour qu'il prenne confiance, pour qu'il accepte de ne plus être tout seul à chercher à oublier. On apprendra que sa maison a été incendiée en 2014 avec ses enfants et sa femme enceinte. Il n'a pas de nouvelles, il ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, il a fui. En 2016, à Khartoum, il a été opéré pour son bras et sa main, mais ils n'ont rien pu faire, dit-il. On ne saura pas plus. Les questions que vous me posez me font plus souffrir que les brûlures, dit-il. Alors, avec l'externe, on fait l'observation des séquelles physiques. Tout son corps est ravagé. Alors, juste une remarque. Si on veut soigner ce patient, il faudra fournir des certificats médicaux à la préfecture pour demander la suspension de la procédure Dublin, le temps nécessaire aux soins. En effet, on ne peut pas assurer la continuité des soins quand le patient est menacé de rétention ou d'expulsion. Sans compter que cette situation d'extrême précarité des migrants dublinés aggrave son état psychique et ses troubles. Donc pour ce patient, j'avais fourni un premier certificat et le médecin du centre des brûlés en a rédigé un aussi. Mais il faudra nécessairement recourir à des compétences juridiques spécialisées pour l'accompagner. Ça, c'était l'aparté sur la situation juridique. 15 jours après, nouveau rendez-vous. Mohamed arrive avec le sourire. Il prend ses médicaments, ils sont efficaces. Il dort entre 5 et 8 heures par nuit. Alors, le traitement, c'était X' parce qu'il est très douloureux au niveau des brûlures, et du tertium. Il pense toujours beaucoup à sa famille. On le revoit fin mai, il a consulté au centre des brûlés, mais il n'a pas compris ce qu'on lui a dit, il n'avait pas d'interprète. Il n'y avait pas d'interprète à la consultation. Quel dommage.
Alors, évidemment, la question se pose du droit à l'information et du consentement libre et éclairé. Alors, on prend le temps de rétablir l'échange. L'interprète au téléphone, ça c'est le fixe, et puis mon portable pour joindre le secrétariat du centre des brûlés. Et voilà, on obtient l'information du dossier, et par relais par relais, donc l'information est transmise au patient. Donc il apprend ainsi qu'il y a 2 interventions de greffe de lambeaux qui sont prévues à 3 semaines d'intervalle, et on doit l'appeler pour fixer les dates. La question, bien sûr, c'est les conditions d'hébergement et la situation administrative. Est-ce qu'elles permettront de réaliser les greffes? Et comment préparer tout ça avec les coordonnées d'ISM Interprétariat, de toute évidence? Mohamed reste silencieux. On voit à partir de cette petite observation que la PAS se place naturellement en première intention pour installer le cadre d'une prise en charge. En effet, la première consultation psy, isolée, n'a pas pu créer un espace de soins, c'est-à-dire un minimum de temporalité où la relation soignante puisse s'installer, c'est-à-dire aussi là où les mouvements psychiques peuvent se rétablir. C'est un échec. Il a fallu reprendre derrière. Par ailleurs, la consultation très spécialisée du centre des brûlés pourrait ne pas avoir d'avenir si les enjeux psychosociaux ne sont pas éclaircis. Et le psychiatre de la PAS, si son intervention débute souvent sous le sceau de l'urgence psychiatrique, c'est-à-dire éloigner les risques d'effondrement et les symptômes les plus vifs, par ailleurs, il partage aussi avec les autres soignants ce travail de gagner pour chaque malade sa place et le droit à la santé. Sa place de malade et le droit à la santé. L'efficacité de la PAS, elle est pluridisciplinaire, avec comme premier soin l'écoute de ce que dit le patient avec sa parole et avec son corps. D'où découle la confiance et la compréhension de l'origine de ces symptômes. C'est fini. Merci Evelyne. Merci pour ce témoignage clinique. Les migrants, ce n'est pas des patients à part, mais c'est vrai que la complexité, le cumul de problématiques des migrants nous challenge et finalement stimule aussi le système de santé pour s'adapter à des nouvelles réalités qui sont exacerbées par les patients migrants, mais finalement qui montre bien aussi une certaine limite liée à la fragmentation du système et l'approche très spécialisée, très segmentée, et aussi finalement qu'on a besoin de cette approche globale, cette approche médico-sociale, cette approche centrée sur l'humain. Moi j'ai une question à poser à vous deux d'ailleurs. Ce qui m'apparaît dans vos propos, c'est à quel point la médecine générale est convoquée. Et est-ce qu'il est possible de traiter, de repérer des syndromes post-traumatiques quand on est généraliste? Claire? Alors effectivement, dans la PAS, mais je voudrais savoir. Peut-être quelqu'un peut répondre à cette question, mais je pense que vous le faites toujours, non? Enfin, il me semble en tout cas que les généralistes nous adressent, en tout cas au CMP, ils repèrent en tout cas une souffrance psychique, une insomnie, et puis après ils orientent, mais oui, les généralistes peuvent tout à fait. Ce qui apparaît, c'est que aussi bien les psychiatres libéraux, je m'en suis rendu compte quand on était au ministère, que les médecins généralistes ont peur de la pathologie psychiatrique des migrants comme si c'était une pathologie spécifique. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire aussi un peu. Vous voulez que je parle? Oui, moi je suis psychiatre en service de médecine, en fait, en équipe médicale, et les patients ils viennent consulter un médecin, le docteur, ils ne viennent pas consulter le psychiatre. Mais c'est très important de travailler ensemble, et même dès les premiers entretiens. Parce que justement, c'est le regard croisé qui va permettre d'éclaircir la situation comprendre la symptomatologie du patient. Je dirais que le médecin tout seul, il va avoir du mal à comprendre. Il faut quand même qu'il soit épaulé, éclairé, et si possible en présence, dans la consultation, par quelqu'un qui connaît la psychiatrie.
Oui, moi, c'était pas une question, mais ce qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est la manière dont vous disiez que vous ne jetiez pas sur le patient pour lui faire parler, mais justement, vous preniez le temps, et ça me faisait penser à la même chose en dermato. Si on lave tout de suite le patient, on le dépouille de tout ce qui fait sa personne, et c'est dramatique de se jeter comme ça sur lui. Et je trouve que c'est intéressant, et notamment pour les patients dont les PASS qui ne viennent pas pour une consultation psy, mais au travers de leur histoire, il y a souvent un phénomène tout au moins psychologique, à défaut de psychiatrique, et de prendre ce temps et de ne pas se dire tout de suite ah oui, il faut le faire parler, parce que ça va l'aider, justement, de prendre cette distance-là. Je trouvais que c'était effectivement tout à fait intéressant. Nicolas ? Je veux bien réagir. J'étais hier en CME dans mon hôpital, le groupe hospitalier Sud-Île-de-France en Seine-et-Marne. On me présentait un nouveau projet de psychiatrie pour les adolescents. Et donc j'interpelle la pédopsychiatre et la chef de pôle psychiatrie présente sur mes inquiétudes quant à la prise en charge du psychotrauma pour les personnes migrantes primo-arrivantes et notamment les mineurs isolés non accompagnés qui sont de plus en plus présents, qui est très inquiétante sur mon territoire. C'est-à-dire qu'il y a une équipe mobile psychiatrie précarité qui globalement fait un bon travail, mais dans laquelle il y a uniquement des psychologues et des infirmiers en psychiatrie. Et derrière, l'accès aux soins psychiatriques est nul. Et donc la réponse de la chef de pôle, c'est qu'en gros, je suis là pour faire perdre du temps à tout le monde, qu'il faut arrêter de psychiatriser le psychotrauma et que le psychotrauma relève d'une prise en charge d'un infirmier en psychiatrie, d'une psychologue, et que, en gros, voilà, c'est un non-sujet. Enfin, il a fallu que je leur tire un petit peu vers le nez, parce qu'ils ont essayé d'éluder la question. Donc, juste tout ça pour dire que le problème qu'on a sur nos territoires éloignés de Paris, et les annonces du gouvernement sur la création de centres de prise en charge du psychotraumatisme ne nous rassurent en rien, parce qu'ils ne seront pas accessibles pour nos patients qui sont éloignés de ces centres. On annonce 10 centres à l'échelle du territoire national, donc on imagine que ça va être Paris-Sainte-Anne. Moi, mes patients qui sont en Seine-et-Marne, ils ne vont pas faire l'aller-retour. Donc la question aussi, c'est comment on avance, parce que c'est bien qu'il y ait des spécialistes et qu'on se répète à chaque fois les mêmes choses, mais c'est comment on avance pour faire bouger la psychiatrie en France, qui n'est pas toujours au rendez-vous des nouveaux enjeux auxquels nous expose l'évolution démographique migratoire. Dernière réponse. Faut pas désespérer. Faut pas désespérer. Mais je vous accorde que le psychotrauma, c'est mal connu, et c'est mal connu de certains, on ne va pas dire de tous les psychiatres, mais de certains psychiatres, effectivement. Voilà. Donc un de mes chevaux de bataille, c'est effectivement de former les internes, dire, intervenir, et voilà. Mais ça marche quand on les forme. Nous, sur le GHT Psy Sud Paris, il y a 30 psychiatres qui sont inscrits en formation au MDR. Donc ça marche, ça les intéresse, ils sont en CMP. Il y a un psychiatre par CMP qui sera sensibilisé au psychotrauma, qui est d'accord pour recevoir. Donc ça avance, même si pas assez vite, mais ça avance. Voilà. Mais en tout cas, dans les CMP, ils peuvent recevoir normalement vos patients. Alors, une dernière réponse. Alors, pour vous rassurer un peu, je connais un peu ce qui va sortir dans l'appel à projet pour les 10 centres. Une de leurs missions principales, c'est pas tant de soigner que de créer un réseau de soins et de former les acteurs de soins psychiques au psychotrauma. C'est-à-dire que les dossiers vont être, nous dit-on, sélectionnés sur cette capacité à faire école et à multiplier l'accès aux soins du psychotrauma via effectivement des formations destinées aux psychiatres du bassin de population.
Et c'est surtout sur la capacité de travailler en réseau et de former que seraient choisis ces 10 centres. Voilà. Donc il ne faut pas désespérer. Et quand même, le psychotrauma, on en parle beaucoup plus, même si j'ai commencé mon propos en disant on en parle peut-être un peu trop à tort, mais ça devient le nouveau fourre-tout psy. Mais bon, voilà, je pense que quand même, ça intéresse de plus en plus les psychiatres. Et les pédopsychiatres aussi, mais alors ils ont d'autres problématiques. La pédopsychiatrie publique, c'est vraiment l'accessibilité à une consultation rapide qui pose problème, des délais d'attente, souvent j'en conviens, très longs. J'arrête.